Conférence de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. C'est ce jeudi matin à Bamako sur les opérations des femmes. Restitution des recommandations de la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion au Mali. Nous aurons des précisions dans ce journal. Sommet France-Afrique, quelle est la particularité de cette édition? Des éléments de réponse à suivre également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. Hier, mercredi 6 octobre 2021, de violents combats ont opposé les forces armées maliennes et les terroristes sur l'axe Badiangara-Bankas. Selon un communiqué de la DIRPA, un convoi des FAMA à l'issue d'une jonction entre les localités de Koro et Badiangara a été la cible d'une attaque complexe de l'engin explosif improvisé suivi de tirs nourris. Après une riposte contre les assaillants, le bilan provisoire et fait état d'une dizaine de morts, des blessés ainsi que des véhicules détruits côté FAMA et une vingtaine d'assaillants tués, des armées et des motos récupérées. Les FAMA ont été appuyés dans ces opérations par les Donzo. Les fouilles continuent dans la zone selon un communiqué. Je l'évoquais dans les titres, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée DIRPA a animé une conférence ce jeudi 7 octobre 2021 pour informer les populations sur les opérations des FAMA sur le terrain. Moussa Tembini y était, suivons son reportage. L'évolution des FAMA sur le théâtre des opérations, c'était l'objectif de la traditionnelle conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Au-delà de l'information sur le théâtre des opérations, l'armée a rendu hommage aux femmes tombées entre Banyangara et Bankas et a félicité leur courage et leur détermination lors de la riposte contre l'ennemi. Ce qui est important de souligner dans l'attaque d'hier, ça n'a pas été une attaque comme les autres. Vraiment, on félicite les hommes qui étaient sur le terrain et je vous assure que le ratissage a continué jusqu'aux environs de 19 heures. Les avions ont également fait des frappes, les Super Tucano, qui ont été suppléés par les hélicos. Le directeur des ressources humaines des armées qui était l'hôte du jour a expliqué les prérogatives de son département dans le fonctionnement de l'armée. En fait, on peut répartir nos missions en 4 gros paliers. Le premier palier consiste à faire la conception, la mise en œuvre des stratégies de gestion et de développement des ressources humaines. Le deuxième pilier, c'est la conception, la mise en œuvre, la maintenance et la gestion du système d'information et de gestion des ressources humaines. Mais maintenant, le dernier palier qui fait partie de nos missions, c'est tout ce qui est organisation. Les textes d'organisation des armées, les référentiels d'organisation. Au cours de cette conférence, le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée a fait le bilan de l'attaque des FAMA sur l'axe Banyangara-Bankas. Ce matin, tout juste avant d'entrer, parce que je n'avais pas pu entrer en contact avec le commandement de Sévaré et le dernier bilan, je l'ai eu tout juste avant d'entrer dans la salle. Donc le dernier bilan fait état de 16 morts. 16 femmes morts, 9 blessés, 3 véhicules détruits. Et côté ennemi, il y a 15 morts. Il y a une vingtaine de motos qui ont été récupérées aussi hier. Il est important aujourd'hui que la population qui a longtemps souffert de manque d'informations sur les FAMA puisse vraiment être informée de vrai. Pour couper court aux rumeurs, dira le directeur de l'information des relations publiques de l'armée. Le Centre international des conférences de Bamako a servi de cadre ce mercredi à un point de presse sur la restitution des travaux issus de la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion et la validation des termes de référence de l'avant-projet des assises nationales de la refondation. Les détails avec Aïssata Traoré et Adama Sanogo. Un souhait devenu une réalité. Cette table ronde tenue du 24 au 26 septembre dernier rentrait dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d'action gouvernemental de la transition et a visé des objectifs spécifiques. Renforcer la crédibilité et l'efficacité du processus électoral au Mali par la création d'un organe unique
indépendant et pérenne de gestion des élections et de son chronogramme. Préparer la tenue des assises nationales de la refondation par la validation de l'avant-projet des termes de référence et également de leur chronogramme. Concernant la création de l'organe unique de gestion des élections, Modibo Kadiogé, qui présidait ces assises, a déclaré qu'11 points ont été abordés par les participants. Et sur ces 11 points, 7 ont subi des modifications, des précisions ou des rajouts. Pour ce qui concerne la dénomination, il a été décidé de faire appeler notre organe unique de gestion, Autorité indépendante de gestion des élections. AIGE. Le président de la table ronde a estimé que les travaux ont été conduits suivant une démarche participative, inclusive et consensuelle. Les participants ont été répartis entre 4 ateliers. Ces ateliers étaient présidés par des personnalités désignées par les participants. Première recommandation, faire en sorte que la réforme de la Constitution prenne en compte les transferts des prérogatives de la Cour constitutionnelle à l'EIGE en matière de gestion des élections, à l'exception du contentieux. Deuxième recommandation, procéder à la réforme constitutionnelle avant la fin de la transition. Troisième recommandation, encourager les candidatures féminines et les personnes vivant avec un handicap dans le cadre de la désignation des membres de l'EIGE. Quatrième recommandation, accorder une semaine aux partis politiques pour la mise en œuvre du chronogramme afin de mieux étudier l'avancement sur l'organe unique de gestion. Les participants à cette table ronde ont enfin convenu que les assises nationales de la refondation devront avoir un caractère décentralisé et se tenir sur la période indicative de 9 à 10 semaines au moins ou de 12 à 15 semaines au plus sur toute l'étendue du territoire, ainsi que dans les pays de résidence des Maliens établis à l'extérieur à partir de septembre 2021. Le sommet Afrique-France s'ouvre ce 8 octobre à Montpellier, en France. Cette édition a la particularité d'être faite sans chef d'État. Elle est exclusivement consacrée à la jeunesse d'Afrique et de la France. Pourquoi ce changement radical est original? Notre reporter Aruna Salia Kone a été chercher l'avis des analystes sur cette nouveauté. Un sommet Afrique-France sans chef d'État, sans autorité institutionnelle. C'est le nouveau format de cette rencontre périodique entre les États africains et la France. Cette année, à Montpellier en France, elle est exclusivement consacrée à la jeunesse d'Afrique et de la France. Ce format est original, estime notre confrère Serge Daniel. Au-delà de l'originalité, c'est le côté économique pour les pays invités qu'il faut saluer. Ça fait plus d'économie au pays. Lorsqu'un président de la République se déplace comme ça pour aller à ce sommet-là, un sommet de ce genre, vous avez au moins 500 millions de francs CFA qui sont dépensés, qui sortent des caisses de l'État. Lorsque les chefs d'État se présentent à ce genre de sommet, tout est déjà bouclé parce que les délégations, les émissaires, les ministres, les précurseurs font tout le boulot et les chefs d'État viennent une journée pour... Donc, j'ai l'impression qu'on ne va pas au fond des problèmes. Ce sommet sera certainement l'occasion pour la jeunesse africaine de poser au président français des questions qui fâchent. Ce que les gens disent, c'est nous avons des milliers de soldats étrangers chez nous, nous avons l'armée malienne également, nous avons environ quelques centaines de djihadistes, mais nous ne comprenons pas pourquoi toute cette coalition n'arrive pas à vaincre les djihadistes. Donc on peut s'exprimer également là-dessus. Je pense que ça peut être aussi un moment d'explication, un moment de discussion. Les jeunes du Sénégal, de la Guinée, peuvent poser, en tant que jeunesse africaine, cette question au président de la République française, et c'est à lui d'apporter les réponses pour les convaincre ou ne pas arriver à les convaincre. Selon notre confrère, ce sommet peut être un nouveau départ dans les relations entre la France et l'Afrique. Ce qui va changer, c'est l'après. Les jeunes ne sont pas comme les chefs d'État ou les politiciens. La jeunesse dit ce qu'elle pense. Je veux bien croire que ce sera une nouvelle respiration dans les rapports. Et le jeune malien, le jeune du Burkina, du Ivoirien, le SMIC qui commet à tous ces jeunes-là, c'est de dire nous voulons être bien formés, nous voulons la démocratie, nous voulons être plus indépendants, nous voulons du boulot et nous voulons qu'on nous écoute sur nos attentes. Dans le programme,
Le sommet s'articule autour de 5 grandes thématiques, à savoir l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la richesse scientifique, la culture et le sport. À présent, l'image du jour consacrée au prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix selon les volontés définies par le testament d'Alfred Nobel. Cela comprend la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. Le prix de l'année peut être partagé entre 2 voire 3 personnalités ou institutions ayant rendu de grands services à l'humanité par la voie diplomatique. Il a été attribué pour la première fois en 1901 à Henri Dunant pour son rôle dans la fondation du Comité international de la Croix-Rouge. Des récompenses ont été décernées en 1917, 1944 et 1945, mais le prix n'a pas été attribué les autres années des 2 guerres mondiales. Aucune récompense n'a été décernée les années où aucun candidat n'a pu faire l'unanimité. Comme l'avait décidé Alfred Nobel, les lauréats du prix Nobel de la paix sont choisis par un comité nommé par le Parlement norvégien, alors que les lauréats des autres prix sont sélectionnés par l'institution académique suédoise. Nelson Mandela, Barack Obama, Kofi Annan et plusieurs personnalités ont été récompensées via ce prix pour leurs efforts dans la consolidation de la paix dans le monde. Le dernier Africain à recevoir ce prix est le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour ses efforts afin d'instaurer la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Le PDG de Google, Sundar Pichai, annonce un plan d'investissement d'1 milliard de dollars sur 5 ans pour le continent africain, dans le but de soutenir les organisations à but non lucratif qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie en Afrique. Écoutons le PDG de Google. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que nous prévoyons d'investir 1 milliard de dollars en Afrique sur 5 ans. Il couvrira une gamme d'initiatives de l'amélioration de la connectivité à l'investissement des startups. Ces investissements soutiendront la transformation numérique du continent dans 4 domaines clés. Premièrement, permettre un accès abordable et créer des produits pour chaque utilisateur africain. Deuxièmement, aider les entreprises dans la transformation numérique. Troisièmement, investir dans les entrepreneurs pour stimuler les technologies de nouvelle génération. Et quatrièmement, soutenir les organisations à but non lucratif qui s'efforcent d'améliorer la vie à travers l'Afrique. Moins d'un tiers des 1,3 milliard d'Africains sont actuellement connectés à Internet haut débit, selon la Banque mondiale, mais le continent où près de la moitié de la population, au moins de 18 ans, est un marché prometteur. Soulignant d'énormes progrès ces 10 dernières années en matière de connectivité américaine, le PDG du géant des technologies Sundar Pichai a déclaré dans un communiqué qu'il y a encore du travail à faire pour rendre Internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain. Des hommes inspectent les dommages alors qu'au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés dans un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé une région reculée du sud-ouest du Pakistan ce jeudi matin. La plupart des victimes ont été tuées dans l'écroulement de leurs habitations, souvent construites de briques en terre crue, en particulier dans les districts montagneux d'Arnei, le plus affecté. J'ai essayé de sortir mes enfants, mais la secousse était tellement forte. Quand j'ai repris conscience, j'ai sorti 2 de mes fils. Mais nous avons ressenti une énorme secousse. Nous avions déjà eu une secousse en 1997, mais celle-ci était vraiment forte. Pendant que l'on courait pour sauver nos vies, certaines personnes sont tombées. Nos maisons ont été détruites et des vies ont été perdues. J'imagine que vous le savez déjà. C'était un très gros tremblement de terre. La secousse était très puissante. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a ordonné qu'une aide immédiate soit appelée à toute la région concernée. Le Pakistan, situé au point de rencontre des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, enregistre régulièrement des séismes.
En octobre 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,5 avait fait 400 morts au Pakistan et en Afghanistan. 10 ans plus tôt, le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 avait fait plus de 73 000 morts et 3,5 millions de sans-abri, principalement dans la zone du Cachemire, sous contrôle pakistanais. Un mot de santé dans cette édition, son symbole est le ruban rose. Nous parlons bien sûr du Breast Cancer Awareness Month ou Octobre Rose, le mois de la sensibilisation, de la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Justement, nous sommes en mois d'octobre et durant cette période, des sujets sur la question vous seront proposés dans nos éditions. Alors, pour commencer, suivons ce récit sur Octobre Rose et le cancer du sein. Sokona Diakité et Adama Sanogo. L'initiative d'Octobre Rose viendrait d'un partenariat entre l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industries afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et promouvoir la mammographie. Il s'étend du 1er au 31 octobre de chaque année et a pour origine les États-Unis où il a eu lieu pour la première fois en 1985. L'objectif durant la période consiste à multiplier des actions dans plusieurs pays afin de soutenir la cause. Il s'agit entre autres des campagnes d'information sur l'importance du dépistage précoce, du suivi médical et régulier à partir d'un certain âge, de la collecte de fonds pour la recherche sur les causes du cancer du sein, de sa prévention, de son diagnostic, de son traitement, de sa guérison ou encore du soutien aux personnes touchées par le cancer du sein. Les activités sportives sont aussi organisées à l'occasion, dont des marches ou des courses. Dans la même dynamique, certaines villes ont initié des événements depuis plusieurs années, comme le challenge du ruban rose. Aussi, durant l'événement, des villes n'hésitent pas à mettre en couleur rose certains de leurs grands monuments en soutien à Octobre Rose. Le National Breast Cancer Awareness Month de la Getaway Arc, ou Arche Passerelle située dans le centre-ville de Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis, ou encore la Tour Eiffel à Paris en sont des exemples. Selon certaines statistiques, une femme sur une dizaine sera touchée par le cancer du sein. Si le dépistage organisé s'adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans, même lorsqu'elles ne présentent ni symptômes apparents ni facteurs de risque particuliers, il est aussi recommandé de réaliser un examen clinique des seins par palpation tous les ans et ce dès l'âge de 25 ans. Généralement attribué aux femmes, les hommes seraient également concernés par cette maladie avec un taux de 1%. Selon des informations en date de février 2021 du Centre international de recherche sur le cancer CIRC de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer du sein touche désormais plus de patients dans le monde, avec 11,7% comparativement à toutes les tumeurs déclarées chez les hommes et les femmes. Il occupe la 5e place dans le monde en termes de mortalité, toujours selon le CIRC. Toujours en santé, la chimioprévention du paludisme saisonnier CPS est l'un des moyens efficaces de lutte contre cette maladie. C'est le résultat d'une étude menée dans le district sanitaire de Diré dans la région de Tombouctou. Reportage El Hadji Malik Guigitei et Sokona Diakité. La CPS, chimioprévention du paludisme saisonnier, est un moyen de lutte contre cette maladie en un cycle de traitement complet par la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine, deux substances qui agissent contre le Plasmodium falciparum, virus qui est la cause du paludisme suite à la piqûre de l'anophèle femelle, selon les experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS. En effet, la CPS est recommandée dans les zones de la sous-région du Sahel où la transmission saisonnière est forte. C'est dans ce cadre que de juillet à octobre 2018, une étude sur ce traitement antipaludisme a été menée dans le district sanitaire de Diré, dans la région de Tombouctou, par Health Sciences and Diseases, HSD, et publiée dans la Revue de médecine et des sciences biomédicales. Ainsi, le Centre de santé de référence CSRF de Diré et 3 centres de santé communautaires CSCOM sur les 18 que compte le district sanitaire ont été concernés par cette étude selon le rapport. Et sur un échantillonnage de 310 enfants, dont 51% de sexe masculin contre 49% de sexe féminin, les résultats obtenus à l'issue de cette étude montrent une diminution considérable de l'incidence et la mortalité du paludisme pendant la période sous CPS comparée à l'année sans CPS.
Une réduction d'incidence de 41% et de mortalité de 15% ont été notées comparativement aux données de 2011 selon le résultat. L'étude a aussi révélé que la diarrhée et le vomissement ont été les plus signalés comme effets secondaires. Toutefois, ces effets mineurs pourraient aussi ne pas être forcément liés à la prise de la CPS. Ces données confirment l'efficacité déjà démontrée de ce traitement dans la lutte contre le paludisme. Cependant, une prise en compte des effets indésirables est nécessaire dans la mise en œuvre de ce traitement selon les experts. À côté des autres interventions de lutte contre le paludisme, le maintien et le renforcement des campagnes de chimioprophylaxie saisonnière contre le paludisme, surtout dans les zones où l'accès aux soins est difficile comme à Diré, pourrait être bénéfique pour ces populations. Pour rappel, le paludisme est un problème majeur de santé chez les femmes enceintes et les jeunes enfants de moins de 5 ans en termes de mortalité et de morbidité. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2020, 229 millions de cas ont été constatés à travers le monde. Le nombre de décès dus à cette maladie s'élève à 411 000, dont 260 000 en Afrique. Dernier virage de cette édition, le jour international Yves Bissouma a passé la journée du mercredi 6 octobre 2021 en garde à vue en Angleterre. Le Malien est soupçonné d'agression sexuelle suite à une plainte déposée à la police de Brighton. Les détails avec Amadou Tolo. C'est à travers un communiqué du club que l'information a circulé sur les réseaux sociaux. Le joueur international malien Yves Bissouma a passé la journée du mercredi en garde à vue suite à une plainte d'une jeune femme qui l'accuse d'agression sexuelle. Aussitôt, la police s'en est saisie du dossier et a arrêté Yves Bissouma dans une boîte de nuit à Brighton, en Angleterre. Pour le mettre en garde à vue, à en croire des sources bien imprégnées de la situation, Bissouma, vêtu d'un sweat à capuche de style chemise à carreaux, a été filmé par des spectateurs en bordure de mer de Brighton, emmené par 2 policiers. A publié le journal The Sun sur son site web. Son ami, dans la quarantaine, a lui aussi été mis en garde à vue. La boîte de nuit organisait une soirée promotionnelle hebdomadaire populaire des étudiants. Bissouma y était présent avant l'arrivée des policiers pour son arrestation. Après plus de 24 heures en garde à vue, le Malien a été libéré ce jeudi matin sous caution. Mais cependant, plus d'amples informations sur cette affaire n'ont pas été divulguées. Le joueur risque jusqu'à 10 ans de prison selon des informations publiées par des médias anglais. Pour le moment, Yves Bissouma est présumé coupable, mais cet incident risque de bouleverser l'ancien joueur de l'Académie Jean-Marc Guéhiou de Bamako qui réalise l'une des plus belles saisons depuis son arrivée en Angleterre en 2018 en provenance du club français de Lille. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.